Le discours radicalisé ne doit pas rester sans réponse, c'est le point le plus important. L'une des voies les plus efficaces pour y répondre est de contraindre la personne qui le tient à faire la démonstration de ses thèses, ce qui la conduira à révéler ses incohérences. Le discours des personnes radicalisées est fondé au moins sur deux thèmes forts. Ce premier thème, c'est une narration, disons, victimaire et biaisée de l'histoire commune des musulmans. Ces musulmans radicalisés, en effet, conçoivent le monde culturel auquel ils appartiennent comme étant un monde, disons, humilié par l'histoire du monde et ont facilement un sentiment de déclassement. Ce sentiment de déclassement se trouve être aussi caractérisé par une lecture géopolitique et, disons, naïvement morale de l'histoire telle qu'elle se produit. Souvent d'ailleurs, ils ont un regard vers le passé, un regard un peu nostalgique, et ils espèrent que l'avenir permettra à ce monde musulman de revenir à son heure de gloire. Et tout cela est enrobé en quelque sorte par une narration fondée sur une théorie du complot, car si le monde musulman est victime, encore faut-il expliquer de qui il est victime. Et là, la réponse est souvent toute faite et commune. Il est victime, ce monde musulman, d'une volonté de l'oppresser, de l'écraser, de l'humilier. Et ceux qui veulent produire cette humiliation, eh bien, c'est l'axe américano-sioniste. Ce récit victimaire, évidemment, est défendu par un certain nombre d'arguments. Le plus commun est celui, disons, d'un abus de la logique par catégorie. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est tout simplement que ces individus se conçoivent comme appartenant à une vaste famille. Et à partir de ce moment, toute offense ou toute agression subie par un musulman dans le monde est considérée comme subie à titre personnel. C'est une offense personnelle qu'il s'agit de venger. En plus, comme l'offenseur est souvent considéré comme venant du monde occidental et non musulman, eh bien cela paraît autoriser, dans l'esprit des radicalisés, la punition indistincte de cette population. En d'autres termes, je peux tuer ou agresser un individu parce que un musulman s'est fait agresser dans le monde. Vous voyez comment cette logique par catégorie est perverse. Et ce qui autorise cela dans l'esprit du radicalisé, c'est aussi le sentiment qu'il vit dans un mensonge permanent et que cette agression des musulmans est cachée en particulier par les médias officiels dont ils considèrent qu'il sert seulement la propagande de cet axe américano-sioniste. Le meilleur exemple est celui de l'interprétation que les radicalisés donnent concernant les attentats, ceux de Charlie Hebdo ou ceux du 13 novembre par exemple ou de Mohamed Merah. Pour eux, en effet, ces attentats n'ont pas été produits par des musulmans radicalisés. Ce sont des attentats sous faux drapeau, comme ils disent, qui sont produits par les services secrets eux-mêmes pour monter le reste de la population contre les musulmans qui, une fois de plus, apparaissent comme des victimes. Alors, un des éléments simples d'abord à rappeler face à cette logique victimaire par catégorie, c'est que si les musulmans sont certes victimes de par le monde comme d'autres populations de violence, ils le sont avant tout, hélas, par des musulmans eux-mêmes, ce qui amoindrit, c'est le moins qu'on puisse dire, ce récit mythologique de la victime. Par ailleurs, sur la question des théories du complot, il faut éviter de tomber dans le piège d'une réponse pied-à-pied à tous ces arguments, car la plupart des théories du complot sont fondées sur des dizaines, voire des centaines d'arguments. La meilleure chose à faire est donc d'inverser la charge de la preuve, c'est-à-dire de demander aux conspirationnistes de faire la démonstration de sa thèse, et ce faisant, il démontrera souvent l'incohérence de cette thèse. Pour n'en prendre que deux exemples, eh bien, la plupart du temps, il est facile de montrer que les attentats, s'ils avaient vraiment été fomentés par les services secrets, l'auraient pu l'être de façon bien plus simple. En effet, si les services secrets avaient mis des charges explosives dans les deux tours, par exemple, de New York, pourquoi avoir imaginé un scénario aussi compliqué avec des avions ? Et on peut décliner cette idée à peu près pour tous les attentats. De la même façon, l'idée que, par exemple, Mohamed Merah ou les frères Kouachi auraient été manipulés par les services secrets, auraient été des victimes tout simplement expiatoires de ces attentats, se défait facilement quand on accepte de prendre le temps de reconstruire leur biographie. Et à ce moment-là, on voit que leurs attentats sont une prolongation tout à fait logique de leur parcours criminel. Oui, incontestablement, il y a un lien dense entre radicalisation et théorie du complot. D'ailleurs, plusieurs études le montrent, notamment de collègues universitaires d'Amsterdam.
que ça soit pour l'extrême gauche, l'extrême droite ou l'islamisme. Toute forme de radicalité, en fait, a un cousinage intellectuel, en quelque sorte, avec les théories du complot. Ça peut aller dans les deux sens, c'est-à-dire que les théories du complot peuvent être des marchepieds à la radicalisation politique, et à l'inverse, une entrée dans la radicalisation politique peut vous rendre sensible à une lecture conspirationniste du monde.